Bonjour et bienvenue à cette seconde saison de pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Stéphanie Simard et je serai votre animatrice pour cette saison-ci. Durant ces 12 émissions, nous allons consacrer une partie très particulière à une initiative patrimoniale qui a eu lieu à Clarence Rocklin. En effet, le 11 octobre passé a eu lieu l'inauguration du circuit patrimonial. Grâce à des dizaines de citoyens inspirés et à des centaines d'heures de recherche, a vu le jour le circuit patrimonial. Si vous désirez le voir, vous pouvez le regarder sur Balado Découverte ou venir le découvrir parmi les 40 endroits désignés qui ont affiché une pancarte que nous allons découvrir durant ces émissions spéciales de pèlerinage de notre voisinage. En effet, nous débutons notre pèlerinage avec la région de Rocklin. Mais n'ayez crainte, nous allons également visiter Clarence Creek, Saint-Pascal, Hammond, Clarence Point, Cheney et Bourgette. Alors suivez-nous à notre première destination. Lorsque l'entreprise des moulins de M. Edward progresse, la population du village de Rocklin augmenta. Une école devenait de plus en plus nécessaire. Donc, une demande était faite par Edward Hudson, Laurent Pouliot et Martin Powers pour une école. Après la mise en place du projet, en 1905, l'école ouvrit ses portes pour la première fois en 1906. L'école était constituée de 3 salles de classe, un laboratoire et une bibliothèque. Il y avait 3 enseignantes, 2 enseignantes anglophones et une enseignante francophone. La première année de l'incorporation de cette école, il y avait 28 étudiants. La seconde année, il y en avait déjà 42. Comme tous les élèves ont dû apprendre le français, il s'agissait d'une des matières premières de l'école secondaire bilingue en Ontario. À partir de son ouverture et jusqu'en 1932, un directeur anglophone dirigeait l'école. Par la suite, de 1932 jusqu'en 1961, ce fut un directeur francophone. Après 56 ans de service, l'établissement est devenu l'Hôtel de Ville de Rocklin. L'Hôtel de Ville est un des seuls 4 établissements restant désignés patrimonial. Les 3 autres établissements sont l'Église Très Sainte Trinité, l'ancien bureau de poste et le presbytère. Et donc, nous avons un témoignage pour vous afin de parler davantage du Rocklin High School. Comme c'est indiqué sur le devant, c'est en 1905. Puis ça a été, il y avait les commanditaires, il y avait M. Edwards, oui. Le curé Siméon Hudon, puis il y avait un M. Pouliot. Oui. Puis là, eux autres ont fait des démarches au ministère de l'Éducation du temps. Oui. Puis c'est depuis ce temps-là que le Rocklin High School, il a existé pendant, jusque dans les années 60. OK. Et là, maintenant, tout le monde sait que c'est rendu l'hôtel de ville de Rocklin. C'était bilingue. Okay. Moi, j'appelle ça un bilingue de broche à foin. Imaginez-vous, il y avait 2 sujets, oui. La littérature puis la grammaire. C'est tout. C'est tout. Le latin est enseigné en anglais, les sciences, l'histoire, mais c'était bilingue. Mais l'atmosphère était très bilingue. Il y avait un peu plus de francophones. Mais une atmosphère de fraternité puis de bonne entente, on s'amusait et on étudiait. La structure, c'était divisé. Attends, est-ce que je peux me mettre ce côté-ci, excusez? Le coin, au rez-de-chaussée, le coin à gauche, c'était le bureau du principal. À l'arrière, c'était la 9e année. Après ça, à l'étage supérieur, il y avait la 10e année. Puis là, ici, au-dessus du préau, c'était
la fameuse bibliothèque qui était à peu près de 10 par 10. L'autre côté, à l'étage supérieur, c'était la 11e et 12e. Et puis au rez-de-chaussée à droite, c'était la salle des sciences. Puis les toilettes en bas, il y avait un petit gymnase. Faut dire ça vite. Il y avait 2 paires de gants de boxe, puis l'un qui n'avait rien dedans. Des barres parallèles, puis un sac de gants de boxe. Puis pour jouer à l'extérieur, la cour d'école était à l'extérieur pour s'amuser. Puis là devant, ici, là, c'était tous des beaux gros pins. Remplis de beaux pins. Ils ont coupé ça. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je n'étais pas méchant. Peut-être un peu espiègle sur les côtés. Mais je me rappelle d'une fois que en 11e année, j'avais ramassé un petit chat, petit minou. Et puis, je l'avais rentré dans la classe de Mademoiselle Mann, parce que je savais qu'elle n'était pas trop sévère. Puis elle enseignait l'anglais. Fait que je rentre mon chat, puis là, je m'assois, puis je me mets dans le banc. Puis là, l'institutrice commence à donner ses leçons. Fait que toutes les fois qu'elle se tournait le dos, moi, je sortais mon petit mélou, puis je faisais... Ah, puis là, mais tous les élèves, puis là, ils riaient, tu sais. Fait qu'en tout cas, je me suis fait sacrer en dehors de la classe. Mais ce qui arrivait, c'est qu'il y avait beaucoup d'élèves qui... Peut-être le manque de connaissances d'anglais, parce qu'il faut savoir que... Il y avait l'école Saint-Joseph, puis le couvent, puis tout ça. Il enseignait seulement que le français, que c'était 2 petites périodes d'anglais. Okay. Puis l'autre anecdote, nous autres, on appelait ça le McGill. La 4e à 6e année, seulement que des gars. Puis à 13 ans, on s'en vient à l'école. Avec des filles? Avec des filles. Difficile de concentrer, mais on a passé pareil. Mais pour résumer, disons, 20-25 par classe. La première journée, je m'étais chamaillé avec un garçon. Mais c'était pas rien de sérieux, très. Ça aurait pu devenir sérieux, mais ça ne l'avait pas été. Alors mon ami, il est devenu mon ami par la suite. Ronald est devenu mon ami. Alors c'est comme ça que ça a débuté. Et puis, alors, comme je disais, nous étions une quarantaine d'élèves en 8e année. En 9e année, pardon. Et puis en 10e, là, on était peut-être une trentaine d'élèves. Rendu en 11e année, on était à peu près une quinzaine. Puis pour terminer, on était à moins de 10. Pourquoi? En 12e. C'était comme ça. Les gens quittaient, allaient travailler. Oui. Les gens qui terminaient leur secondaire, il y en avait probablement, plus de la moitié sûrement. Mais ils quittaient, là, graduellement. En 9e année, par exemple, on nous enseignait quelques notions de la mythologie. Et puis, curieux comme j'étais, moi, je me posais la question, ça a-t-il vraiment existé, ça, ces déesses-là, puis ces dieux-là dans l'ancienne grecque, dans le temps des Romains. Et puis là, je posais la question à la pauvre institutrice, puis je disais, Miss, does this really take place? Puis là, franchement, elle avait difficulté à me répondre. Elle n'a jamais pu, dans le fond, me donner une réponse qui me satisfaisait. Et puis, on avait un bon monsieur aussi qui était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, et puis il était excessivement nerveux. Et pendant qu'il enseignait, il avait des crêpes dans ses mains, des crêpes, il les brassait, comme ça, tout en parlant aux élèves. Et il avait l'habitude, moi je dirais la mauvaise habitude, qu'il n'a jamais pu corriger, de poser une question puis dire « hands up », en voulant dire, bien répondez, levez la main pour répondre. Alors dès qu'il disait « hands up », là tout le monde levait les mains dans les airs, « don't shoot, sir, don't shoot, sir ». Puis là, bien, il se tournait au tableau parce qu'il écrivait, il se servait beaucoup du tableau. Et pendant qu'il rédigeait au tableau, certains lui lançaient des craies. Who did that? Alors, il ne l'a jamais su, hein, comme de raison. Alors ça, c'est une autre chose qui s'est produite. Il y avait, en 10e année, il y avait Hervé Wolf. J'espère qu'il ne sera pas déçu du fait que je nomme son nom, mais ce n'est pas grave. Hervé a beaucoup de difficultés en anglais. Et puis, à un moment donné,
c'était pas lui qui faisait les coups, mais il en riait, tu vois. Et puis, à un moment donné, il y a une farce qui s'est faite, puis c'est mon Hervé qui riait. Puis l'institutrice s'est tournée et elle dit, Hervé, you're going to stay after 4. Elle dit, puis lui, il voulait dire, je resterai pas. Alors, il disait, I didn't stay, miss, I didn't stay. C'était une de nos choses. Puis, Hervé, son frère, était responsable de la laiterie qui était tout près de l'école ici, où on faisait du beau chocolat au lait. Alors, assez souvent, le midi, on allait, pas le midi, mais à la récréation du matin, on allait faire notre tour, puis on buvait du bon chocolat au lait. Gracieuseté de M. Ranger. J'avais une vieille auto. Mes parents m'avaient acheté une vieille auto. Puis de temps à autre, l'été, je venais à l'école avec cette auto-là. Et puis là, j'amenais les garçons faire un tour. On pouvait monter 9, 10 dans cette auto-là, puis on partait, puis on allait revirer au chemin de fer en se dirigeant vers Saint-Isidore, là. Chemin de Plantagenet, là. Et il y avait un restaurant, là, puis on allait prendre un coke dans ce coin-là. Et c'est ça. Puis la police était très tolérante dans le temps. Alors, une couple de fois, elle m'avait dit, écoute, là, tu embarques trop d'élèves dans ton auto, il va falloir que tu réduises le nombre. Une autre tantôt, on avait une bonne institutrice qui enseignait 11 et 12, qui enseignait l'anglais. Et puis elle avait une petite voiture anglaise. Elle stationnait justement ici en avant, là. Et pour lui jouer un tour, un bonsoir, les élèves sont mis ensemble, ils ont pris la voiture, ils l'ont soulevée, ils l'ont mis sur la bande de neige. Alors, elle ne va pas décoller. Mais bien sûr qu'ils l'ont replacée après, par la suite, oui. Monsieur Yacht portait un complet gris. Puis il y avait un élève, je ne donnerai pas son nom, il y avait un élève qui avait un habit semblable, peut-être qu'il le portait de temps en temps. Alors, M. Hutt était à l'entrée de la bibliothèque, penché. Et la bibliothèque, c'était tout court, là. Ça avait à peine, mettons, 8 pieds par 8 pieds. Et puis, alors, un autre élève est passé, un ami de celui qui était censé être là, puis il lui a donné un bon coup de pied au derrière. C'était le directeur de l'école. En effet. Oui. C'est quelque chose. Oui. Mais le directeur a bien pris ça. C'est ça l'important. Oui. En 1880, suite au développement du moulin de scie Edward, une population anglophone s'y est installée et a vécu ici. Comme les employés des moulins à scie ont majoritairement des familles, la population est soudainement en besoin d'une école anglophone qui est donc construite quelques années après. L'école compte 2 classes, une soixantaine d'élèves, de la première à la 8e année. La population anglophone continua de fréquenter l'école jusqu'en 1966. Également, en 1895, la population anglophone était majoritairement de confession baptiste. Et l'église la plus proche se situait seulement à Clarence Point, soit environ 38 km de distance, donc 7 heures de marche ou 1h45 en carrosse tirée par un cheval. En 1890, une église et un presbytère baptiste se fait construire au centre-ville de Rockland. Lorsque les moulins à scie ferment, la baisse de population de cette religion fait en sorte que l'église doit malheureusement fermer ses portes. L'église a dû être démolie quelques années passées. Toutefois, l'école demeure toujours et est maintenant l'Académie Extravagance. Derrière moi, vous voyez le presbytère qui est maintenant Unique Collection. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons maintenant au 3e endroit.
C'est la maison des Henry. Bâtie en 1876, c'est la plus vieille maison de l'Est de Rockland. Elle a été bâtie 10 ans avant la première chapelle catholique. Lors de sa construction, elle était située considérablement loin du centre du village. L'édifice est en briques rouges et avait originalement un véranda impressionnant qui accompagnait la maison. Mais, malheureusement, ce dernier ajout est maintenant démoli. Au début, la maison a abrité une famille irlandaise qui, lorsque les moulins ont fermé en 1926, ont déménagé à tout jamais. Ensuite, M. Émile Henry achète cette maison qui abrite le 672 Cercle Henry. 10 ans plus tard, M. Yvain Henry achète la maison. Ce dernier a eu 9 enfants qui ont tous été à l'université avec un baccalauréat, un exploit qui n'a jamais été fait ici dans la région de Rockland. La maison Henry est un lieu historique pour le village de Rockland en raison de son architecture particulière à l'époque et de son ancienneté. Et maintenant, la maison Henry est un logement habité par un résident de Rockland. L'école Sainte-Famille fut établie en 1909, alors que l'école Sacré-Cœur était trop petite pour accueillir les besoins éducatifs de cette région de Rockland. En effet, l'école Sainte-Famille accueille tous les élèves demeurant dans l'est de Rockland. Constituée de 2 étages et 4 salles de classe, l'école était bilingue et enseignée par des religieuses. L'ancienne école Sainte-Famille est considérée comme un lieu d'importance historique pour Rockland en raison du rôle qu'elle a joué dans la progression de l'éducation et de la vocation commerciale. En 1968, l'école Sainte-Famille ferma ses portes et est ensuite devenue le centre culturel de la Sainte-Famille. La Sainte-Famille, c'est bien drôle comme histoire. C'était 2 types. Moi et un autre gars qui cherchait à avoir des chambres noires dans Rockland. C'est parti de Ciné-Source-10. On a vu cette école-là. Elle était abandonnée, ça faisait 1 an, 1 an et demi à peu près, qu'il n'y avait absolument rien qui s'y faisait. Ça passait de l'école primaire à l'école secondaire. On a fait une demande auprès de la commission scolaire. On nous a loué l'école avec seulement les frais de commodité à payer. On est rentré, on a installé notre chambre noire, on faisait un petit peu de sérigraphie, de pression sur soie. Et puis de là, les gens sont arrivés, une troupe de théâtre à Rockland qui cherchait un endroit pour monter leurs pièces. Ils sont venus s'installer, on leur a laissé une salle, ils ont fait une scène. C'est drôle parce que la manière dont c'est fait, c'est les gens qui venaient nous voir puis nous demandaient « Allez voir ça ». Puis nous autres, on leur disait oui. Dans notre ignorance, parce qu'on ne connaissait pas ces disciplines-là, on connaissait l'audiovisuel, c'était notre domaine. On est rentré avec ça. On s'est trouvé des amis qui connaissaient les émaux, la peinture, sculpture, ces choses-là. Puis graduellement, avec les demandes de subventions qu'on présentait au Conseil des arts, au secrétariat d'État, au Collège Algonquin, on réussit à se payer des instructeurs, du matériel, payer les commodités, l'électricité, l'eau, le chauffage, ces choses-là. Puis ça est devenu maintenant ça, un centre d'activité culturelle, là, où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent faire, quand ils veulent le faire. Quelle évolution prévois-tu avec le centre? C'est bien difficile, ça, parce que ce qui est arrivé, c'est les gens qui l'orientent complètement. Tu n'as quasiment rien à faire, toi, sauf trouver les fonds pour des projets. Par exemple, il y a des étudiants qui font des projets d'été, la construction d'un dôme, excusez, j'ai un rhume, à l'arrière, mis sur pied d'un petit journal pour Prescott Russell, par exemple, un petit journal qui a été publié en 15 000 exemplaires, distribué dans tous les casiers postaux, des projets comme ça. Mais c'est les gens qui l'orientent, c'est selon ce que les gens veulent, selon ce que les étudiants, les adultes, les vieillards vont vouloir. C'est l'atmosphère qui est importante. Les gens se sentent chez eux, les gens se sentent à l'aise de travailler ici. C'est pas une école, c'est des ateliers ouverts. 7 jours par semaine. Les gens s'amusent 7 jours par semaine. Ils peuvent rentrer là, dimanche pour travailler. C'est pas structuré. C'est un endroit humain, c'est un endroit où les gens... Donc les gens doivent apprendre à confondre leurs loisirs
avec l'ouvrage qui est habituellement de l'ouvrage. Par exemple, c'est de l'ouvrage de prendre un cours habituellement. C'est de l'ouvrage de t'inscrire à quelque chose, puis tu fais ça toujours dans le but de t'éduquer, dans le but de t'instruire, dans le but d'avoir un certificat à la fin. Parce qu'ici, c'est le contraire. On peut donner des certificats, mais on n'en donne pas. D'ailleurs, on les a offerts, les gens refusaient. Pour la simple raison que les gens, pour eux autres, ça remplace la télévision. Je m'excuse, mais ça remplace la télévision. C'est l'endroit où les gens peuvent se sentir plus à l'aise puis créer en même temps. C'est pour ça qu'on trouve surtout un groupe de 40 ans et plus qui viennent ici, un gros pourcentage. Je pense que c'est à peu près, 70 % des gens qui viennent ici ont de 30 ans et plus. La classe de 40 ans, c'est les gens qui, après l'ouvrage, viennent ici, s'amusent, changent les idées, puis en même temps apprennent des choses sans qu'ils soient forcés à le faire, à leur rythme, comme ils vont. L'objectif de ce centre était d'offrir à la population une opportunité de s'intégrer dans leur communauté par l'organisation de plusieurs activités telles que des ateliers, des cours, des spectacles, des causeries et même des camps d'été pour les jeunes. La Sainte-Famille est également un des centres fondateurs de l'Assemblée des centres culturels de l'Ontario. Depuis 2010, le premier étage ainsi qu'une partie du deuxième étage est occupé par le musée de Clarence Rochlin, tandis que l'autre segment du deuxième étage est occupé par le United Soccer Club. On est dans un endroit doublement historique parce que, en plus d'avoir l'école de Sainte-Famille qui a été établie en 1909, juste à l'est, à l'ouest plutôt, il y avait un autre bâtisse qui est encore là. C'était l'école que je l'ai appelée l'école oubliée. Elle ne permet pas dans le livre la petite histoire Rochlin. C'était une école, un édifice à 2 étages, et puis il y avait une moyenne de 66 élèves par classe. Alors c'est de 1900 à 1909. Ensuite, c'est l'école Sainte-Famille qui a pris la relève. Parce que, comme on a déjà mentionné, l'Académie du Sacré-Cœur est rendue trop petite pour fournir des endroits pour tous les élèves et de Rochlin et de Rochlin-Est, qu'on appelle Tahoe. Maintenant, l'école a fermé en 1968. Et puis, par contre, elle n'est pas tout à fait fermée. Parce que M. Réal Fillon donnait des cours de menuiserie dans le sous-sol de l'édifice pendant plusieurs années. Par la suite, à partir de 1973, la propriété a été vendue par la commission scolaire, le conseil d'éducation, à la ville pour 1 $, mais avec une condition très, très stricte. En tout temps, elle doit servir pour des fins culturelles. Lorsque le centre culturel, on est parti d'ici après 36 ans, pour aller dans l'édifice où on a maintenant TVC 22. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire, Richard Lalonde, à ce moment-là. Puis j'ai dit, Richard, tu sais que dans le document officiel, il est bien mentionné qu'en tout temps, il faut que ça serve pour des fins culturelles. Automatiquement, ça retourne au conseil scolaire. Il a trouvé ça un peu dur, mais je dis, on a pensé à ça. On a gardé une salle au sol pour nos archives, alors on y va à tous les jours. Alors il y a encore une occupation culturelle. Maintenant, depuis 2010, on sait que c'est le musée Clarence Rochlin. On peut dire que ce n'est pas seulement qu'un musée, c'est une aventure. Parce que le musée contient plus de 1 million de choses. Les gens qui vont venir le visiter, là, on aura l'occasion de les compter ensemble. Okay? Nous avons plus de 28 000 livres, 1104 tables qui, eux, contiennent entre 850 000 à 950 000 pages, photos, documents, épinglettes, macarons du monde entier, mais surtout de la région. Nous avons 6 expositions permanentes. Alors, on a de quoi amuser les gens. Moi, je trouve qu'un musée, c'est pour s'amuser, alors je m'amuse. Il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, les classes étaient un peu plus grosses que les classes aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on a une classe de 22 élèves, c'est une grosse classe. Mais dans ce temps-là, il y avait des classes de 30, 35, 37 élèves. Parce qu'il fallait qu'ils emploient l'espace, mais à cause qu'il y avait un grand nombre d'élèves. Alors, il fallait qu'ils utilisent l'espace disponible. Est-ce que les classes étaient jumelées?
à ce moment-là. Donc, on n'avait pas beaucoup de salles de classe, c'était peut-être un petit peu plus grosse. Donc, est-ce qu'on avait genre la 2e et la 3e année ensemble? Bon, voici, puisqu'il y avait les 8 classes ici, de la première à la 8e, il est très probable qu'il y avait peut-être 2 classes par pièce. Ça, c'est très probable, même. Je ne vois pas pourquoi ça a été autrement. C'était surtout une école francophone, mais il y avait des cours en anglais également, pour préparer les élèves à aller aux études supérieures plus tard. L'émission 1 de pèlerinage de notre voisinage est maintenant terminée. Dans cette émission, nous avons exploré le Rockland High School, l'école, le presbytère et l'église baptiste, la maison Henry et puis finalement l'école Sainte-Famille. Restez avec nous alors que dans la prochaine émission, nous allons explorer davantage d'endroits ici à Rockland. Ce fut Stéphanie et ce fut toujours un plaisir d'être avec vous pour le pèlerinage de notre voisinage.